La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans une série d'entrevues présentées par la Fondation Berthiaume du Tremblay. Notre objectif est de vous proposer des actions simples, concrètes, pour favoriser votre vieillissement en santé. Le sociologue français Serge Guérin disait « S'il n'y a pas d'intergénération, il n'y a pas de transmission. Et s'il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de société. » Bonjour, je m'appelle Michèle Sirois et aujourd'hui, avec mon invité, on va regarder qu'est-ce que c'est que les liens intergénérationnels et comment ces liens-là peuvent venir nous aider à bien vieillir. Nous allons faire ça en compagnie de Mélisa Audette. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, Mélisa, vous avez un doctorat en gérontologie. Vous êtes également chercheuse au Centre collégial d'expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville. Et vous êtes, parce que vous avez encore du temps, semblerait-il, être professeur associé à la Faculté des lettres et des sciences humaines à l'Université de Sherbrooke. Vous êtes passionné de tout ce qui s'appelle intergénération. Donc, on se compte très chanceux de vous avoir avec nous pour en parler. On a préparé l'entrevue et on a trouvé beaucoup de définitions sur c'est quoi les liens intergénérationnels. Vous, chercheuse, qu'est-ce que vous nous diriez? C'est vrai qu'il y a beaucoup de définitions, puis on entend lien intergénérationnel, activité, relation intergénérationnelle. Donc, moi, ce que je trouve important de souligner, en fait, c'est dans le cadre d'une définition, des concepts clés qui nous permettent de comprendre ce que c'est les pratiques intergénérationnelles, mais dans leur sens plus large. En fait, c'est qu'on rassemble certaines générations à travers des activités qui sont signifiantes puis qui sont mutuellement bénéfiques, donc bénéfiques pour les deux générations, dans le but de mieux comprendre, respecter l'autre génération, puis aussi dans une perspective de cohésion sociale. Je trouve ça intéressant, vous dites, pour les bénéfices des deux générations, parce que souvent, quand on parle de lien intergénérationnel, on va avoir tendance à penser on veut sortir la personne âgée de l'isolement. Mais là, vous avez l'air à dire qu'il y a des bénéfices pour tout le monde. Mais avant de sauter sur ce sujet-là, pouvez-vous me donner quelques exemples là, quand on parle d'activité intergénérationnelle? Ça peut ressembler à quoi? Ça peut ressembler à tellement de choses. Tant qu'il y a deux générations qui se rencontrent. Puis on voit en fait une diversité d'activités intergénérationnelles qui peuvent être définies en fonction des intérêts puis des besoins des individus. Ça peut aller du côté artistique, du côté sportif, du côté social, du mentorat, de l'échange de connaissances. On a vu des initiatives, par exemple, de jardinage intergénérationnel, des activités où une génération venait aider une autre génération, par exemple, dans l'appropriation des technologies, pour des générations plus jeunes vers les aînés, ou des générations plus jeunes qui ont besoin peut-être d'un accompagnement d'une génération plus âgée pour apprendre, par exemple, à mieux lire, des choses comme ça. Donc, il y en a vraiment une diversité. On pourra en nommer en cours de route, mais c'est vraiment, dans tous les secteurs, il y a un potentiel de mener des activités intergénérationnelles. Et là, on est en train de parler d'isolement. Est-ce que les jeunes sont aussi isolés? Parce que vraiment, on en entend souvent parler, les personnes âgées, c'est facile pour elles de se retrouver isolées, mais est-ce que les jeunes vivent de l'isolement aussi? Dans les dernières décennies, nos vies ont vraiment beaucoup changé. Si on pense à comment la configuration des familles a changé, si on pense à la mobilité qui nous amène parfois à aller étudier, à aller vivre ailleurs, la place des technologies qui change aussi notre rapport aux autres, notre façon de communiquer, mais ça fait en sorte qu'aujourd'hui, l'isolement social, la solitude, c'est devenu des problématiques de santé publique. Puis avant d'aller voir plus les effets de ces composantes-là, peut-être distinguer les deux. L'isolement social, quand on parle d'isolement social, on parle en fait de relations qui sont rares sur le plan de la quantité, sur le plan de la fréquence, de la durée. La qualité, de la qualité, exactement, de la qualité aussi. Mais quand on parle de solitude, le sentiment de solitude, c'est vraiment la perception et l'écart entre la quantité et la qualité des relations désirées et celles qu'on a réellement. Donc, c'est le fait de se sentir seul. Et donc, on peut vivre la solitude tout en étant entouré, par exemple. Et est-ce qu'on peut être, somme toute, quelqu'un de très solitaire et ne pas se sentir seul et ne pas avoir les mauvais côtés de l'isolement? Ou? C'est vraiment la solitude, c'est vraiment une relation subjective. Oui. Donc, c'est vraiment un sentiment qui est vécu d'une personne à l'autre qui peut vraiment différer en fonction nécessairement des besoins et des personnalités, effectivement. Intéressant. Alors, on en a parlé dans d'autres entrevues, là, dans la série d'entrevues qu'on est en train de faire, des effets négatifs
négatifs de l'isolement. Alors, à quoi ça peut ressembler? Mais si je vous donne un peu aussi un état de la situation pour dire est-ce que les gens sont isolés, est-ce que les gens se sentent seuls? Ce qu'on dit, l'OMS dit qu'une personne aînée sur 4 vit une situation d'isolement social, mais pour ce qui est de la solitude, en fait, on a des données canadiennes qui nous laissent voir, en fait, que les personnes aînées, 1 sur 5 ressentiraient un sentiment de solitude. OK. Et chez les jeunes, en fait, ce qu'on voit, c'est que chez les 15-24 ans, c'est une personne sur 4 qui se sentir toujours ou souvent seule. Donc, il y a plus de jeunes qui se sentent seuls que de personnes âgées. Mais en fait, ce qu'on voit, puis là, sans nécessairement comparer les deux groupes, ce qu'on voit, en fait, c'est que ce sont les personnes les plus âgées et les jeunes adultes qui, en fait, au Québec, selon les dernières données qu'on a, qui sont les groupes qui ressentent davantage de solitude de façon fréquente dans notre société. Puis j'imagine que vous avez envie de les réunir, ces deux générations-là. Bien, certainement qu'il y a des besoins qui sont là, effectivement, puis des enjeux aussi sur le plan de la santé. Hein. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'isolement social et la solitude, aujourd'hui, sont considérés, leurs impacts sur la mortalité sont considérés aussi importants que d'autres facteurs de risque classiques dont on a entendu beaucoup parler dans les dernières années, par exemple l'obésité, l'inactivité physique et même le tabagisme. On a entendu, suite à certaines études qui ont marqué vraiment les questions liées à la solitude et à l'isolement, que l'isolement et la solitude peuvent être comparés en fait au fait de fumer 15 cigarettes par jour. Ce qui n'est pas rien là, dans notre société où on a travaillé fort pour réduire justement le tabagisme. Donc, c'est des données qui sont marquantes. Et pourquoi l'isolement a un impact comme ça sur notre santé? Est-ce que c'est parce que on est seul, on voit pas les problèmes de santé venir, on n'a pas d'interaction avec les autres, on n'est pas sollicité cognitivement? Bien, en fait, ce qu'on voit, c'est que quelqu'un qui n'a pas justement des relations sociales suffisantes de qualité puis qui se retrouve à vivre de l'isolement social, il y a un risque accru d'accidents vasculaires cérébraux, il y a un risque de démence qui est accru, il y a un risque sur le plan de la santé mentale, dépression, anxiété, risque de suicide. Et ce qu'on voit aussi, des données canadiennes nous montrent que chez les personnes aînées, en fait, qui sont en situation d'isolement social, on voit, leur bien-être, leur qualité de vie est affectée, leur santé est affectée aussi. Puis on voit davantage d'incapacités liées aux maladies chroniques et un usage accru aussi des soins de services de santé. Bon, alors, sans totalement comprendre pourquoi, mais ce qu'on voit, ce sont les effets. Donc, l'idée, c'est allons jouer dehors, allons rencontrer du monde. Est-ce que, à quoi ça peut ressembler les bénéfices, là, outre le fait qu'on protège notre santé physique, y a-t-il d'autres bénéfices au fait de ne pas s'isoler? Bien, en fait, les liens intergénérationnels, les rencontres intergénérationnelles sont un bon moyen, justement, d'aller chercher des bénéfices de cette rencontre-là avec l'autre génération. Il y a une chercheuse de l'Université de Montréal, Joëlle Mfiriatro, et son équipe qui ont fait une recension, en fait, une revue de différentes recensions. Ils ont regardé 200 études et plus pour voir les bénéfices des activités intergénérationnelles, à la fois chez les jeunes et chez les personnes aînées. On entend souvent parler des bénéfices, comme vous avez dit, chez les personnes aînées, des rencontres intergénérationnelles. En fait, il y a des bénéfices sur le plan psychologique. On voit l'amélioration de l'estime de soi, une diminution de dépression, de l'anxiété, une augmentation une amélioration de l'humeur, augmentation du plaisir, la perception d'être impliqué dans des activités qui sont signifiantes, d'un sentiment d'utilité. Mais aussi, on voit que des personnes qui sont investies dans des activités intergénérationnelles, certains vont avoir une meilleure condition physique, meilleur engagement dans des activités physiques aussi. Et chez les jeunes... Bien, alors qu'en est-il des jeunes? Chez les jeunes, ça a aussi un impact sur l'estime de soi. Aussi sur la connaissance de soi, un jeune qui est en développement, qui est en croissance, une meilleure connaissance de soi, une meilleure aussi construction de son identité, ça va avoir des impacts aussi sur la motivation à apprendre quand ça peut être dans un contexte d'apprentissage, des habiletés de communication, la responsabilité sociale qui est accrue. Et tous ces bénéfices-là, de part et d'autre, sont aussi associés à des bénéfices sur le plan sociétal, sur le plan vraiment, le fait de rencontrer l'autre, de rencontrer une autre génération, ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension d'autres générations, d'atténuer certains préjugés. Alors, les OK boomers vont peut-être disparaître si les jeunes apprennent mieux à connaître les personnes un peu plus âgées. Et vice-versa, les préjugés qu'on a envers notre génération. Oui, on pourrait dire, les jeunes, c'est tous des paresseux. Fait que là, si on les connaît, peut-être on va changer notre opinion. Donc, l'importance de connaître l'autre pour être capable de valoriser l'autre, finalement. Bien, de mieux comprendre sa réalité. Puis le fait de se rencontrer comme ça, ce qu'on voit aussi,
c'est que ça augmente les rencontres intergénérationnelles en termes de quantité et de qualité aussi. Puis ça a tendance à réduire l'agisme. Et ça, si on réduit l'agisme au sein de la société, si on facilite les rencontres intergénérationnelles, c'est bon pour l'ensemble de la société. Parce que ça facilite aussi l'engagement des différentes générations au fait de s'impliquer socialement sur des causes, des besoins qui sont collectifs aussi. OK, on va revenir sur l'agisme, mais avant, là, on parle beaucoup des jeunes, on a dit les plus jeunes puis les plus vieux, ce sont peut-être ceux qui vivent le plus d'isolement. Est-ce qu'il y a un critère d'âge pour que la rencontre intergénérationnelle fonctionne mieux qu'une autre? Bien, c'est sûr que tant qu'on parle d'activité intergénérationnelle, on parle de rencontres de générations différentes. Oui. On ne définit pas tous nécessairement les générations de la même manière, mais quand on parle d'une génération, on s'entend assez pour dire qu'une génération, c'est des personnes qui sont nées dans une même époque, qui ont passé à travers différents événements de vie, qui peuvent avoir façonné un peu leur vision du monde. Donc ça serait une génération, mais il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur même de chacune des générations, il y a beaucoup de diversité. Il y a beaucoup de diversité au sein d'une même génération, diversité de goût, d'intérêt, niveau d'éducation, culturel. Donc, il faut aussi penser que des fois, on peut même avoir plus d'affinité avec quelqu'un d'une autre génération que quelqu'un de notre propre génération. Ensuite, ce que je dirais, c'est que les activités intergénérationnelles, on voit beaucoup les images qui nous ont été projetées, ce sont souvent des jeunes enfants avec des personnes âgées, mais il y a tout un potentiel à travers différents groupes d'âge qui peuvent être réalisés. Nous, on vit des exemples justement avec des jeunes adultes en milieu collégial. Donc, c'est vraiment, il y a un potentiel auprès de toutes les catégories d'âge de mener des activités intergénérationnelles. Là, on a touché un petit peu à l'agisme, puis je sais que vous en avez long à dire sur le sujet parce que vous y avez beaucoup réfléchi. Est-ce qu'on peut penser que des liens intergénérationnels, ce qu'on est en train de dire, de mieux connaître l'autre, nous permet de comprendre l'autre, et moi je dis même de valoriser ce que l'autre est. Donc, ça veut dire qu'on pourrait s'éloigner de l'agisme s'il y avait plus de rencontres intergénérationnelles? Bien, effectivement, les rencontres intergénérationnelles, c'est une des stratégies qui est proposée notamment par l'OMS pour tenter de diminuer l'agisme qui est présent au sein de la société et partout dans le monde. Comment on décrit l'agisme, si je vous demandais à vous, là? Oui, bien en fait, je vais prendre la définition de l'Organisation mondiale de la santé que je trouve vraiment intéressante. On dit que l'agisme, en fait, ce sont les stéréotypes, c'est-à-dire un peu des idées, nos pensées, nos idées préconçues qu'on peut avoir, mais aussi des préjugés, ce qui est plus d'ordre émotionnel, et la discrimination des comportements que l'on va avoir envers l'autre ou envers soi-même en raison de son âge. On est capable d'être auto-agiste. Oui, donc l'agisme, ce n'est pas quelque chose qui est dirigé seulement vers les autres, ça peut être vers soi et vers tous les groupes d'âge. Donc, c'est pas exclusif au vieillissement. Ça peut être vécu par les personnes aînées, mais ça peut être aussi vécu par d'autres générations. Autrement dit, si j'ai une idée préconçue sur les jeunes de 20 ans, je fais de l'agisme. Exactement. Ah oui, OK, pas juste dans le sens. Mais c'est sûr que l'OMS accorde une importance à la réduction de l'agisme dans le cadre de la décennie pour un vieillissement en bonne santé. On est présentement dans la décennie mondiale pour un vieillissement en bonne santé et de s'attarder à l'agisme, c'est vraiment une des 4 priorités de la décennie à l'échelle mondiale. Et parce qu'on sait qu'environ une personne sur 2 a des comportements agistes envers les aînés. Une sur 2 oui. Au Québec, là? En fait, c'est des données qui sont mondiales. Oui, tout à fait. On peut penser qu'au Québec, c'est pas mal ça aussi. Absolument. Puis l'agisme est tellement intégrée dans nos façons de vivre. C'est une forme de discrimination qui est invisibilisée parce qu'elle est très normalisée dans nos façons de vivre. Les commentaires que l'on parle sur notre propre âge, sur le fait qu'on se voit vieillir, sur l'apparence, l'agisme s'intègre vraiment dans différentes sphères de notre vie et a des impacts aussi dans différentes sphères de la vie. Alors moi, je vous écoute, Mélisa, et je me dis, OK, moi je suis à la maison, je suis quelqu'un de plutôt solitaire, je suis assez bien avec mes livres, j'aime le monde, mais là, j'écoute cette fabuleuse chercheuse, puis elle est vraiment en train de me dire que je vais rester plus longtemps en santé et je vais être plus heureuse si je m'en vais jouer dehors avec des gens d'un autre âge. Comment je fais pour me trouver une activité intergénérationnelle? Je pars de où? Mais c'est sûr que les pratiques ou les liens intergénérationnels, on en a qui sont informels dans notre quotidien. On en a soit dans notre voisinage, on en a avec notre famille, mais il y a aussi des activités qui sont plus formelles, qui sont disponibles et de plus en plus offertes dans la communauté pour des personnes qui sont intéressées à découvrir de l'intergénérationnel. Je pense par exemple aller dans les centres communautaires. Il y a une belle diversité d'activités qui sont offertes. On a des maisons des grands-parents à divers endroits au Québec qui offrent des activités vraiment qui ont comme mission de favoriser
favoriser les liens intergénérationnels. Mais il y a aussi différentes activités qui sont offertes au grand public, qui n'ont pas de catégorie d'âge, où on a le potentiel de rencontrer des personnes de différents âges et donc de peut-être s'informer justement quel est le public cible. Puis d'y aller vraiment en fonction de nos goûts, de nos intérêts aussi. C'est très important. Est-ce qu'on peut aussi arrêter de dire ça, c'est pas pour mon âge, c'est pas une activité pour moi, j'irai pas. Est-ce qu'on peut aller au-delà de ça? Bien, moi, je l'encourage. Oui. Puis, en fait, de faire des petits pas dans cette direction-là. Je pense que si on va vers des choses qui nous interpellent, qui nous intéressent déjà de base, vers une activité, puis après ça, bien, souvent, il y a des possibilités d'essayer des activités, d'y aller peut-être avec quelqu'un qu'on connaît, aller découvrir, aller des sessions d'essai, des fois dans les centres communautaires, c'est possible aussi. Il y a Intergénération Québec aussi qui offre une diversité là, de services en soutien aux activités intergénérationnelles. Ils ont un site web aussi qui est disponible avec beaucoup d'informations. Un peu de recherche sur le web, puis on peut se trouver une activité. Puis il ne faut pas s'arrêter en disant c'est trop sportif ou c'est trop intellectuel ou c'est trop techno. Il faut se donner une petite poussée puis d'aller vérifier. Essai, erreur, on aime ça, on continue, on n'aime pas ça, on essaye d'autres choses. C'est ça qu'on fait. Je sais que à votre cégep, à votre centre d'expertise en gérontologie, vous avez parti un grand chantier avec justement plein d'initiatives pour encourager l'intergénération. Puis j'aimerais ça que vous me donniez quelques exemples de ce que vous faites. Oui, on a la chance, en fait, depuis, ça va faire bientôt 2 ans, mais on a encore pour quelques années à déployer un chantier qui s'appelle Mobilisation intergénération, où on souhaite mettre de l'avant des initiatives intergénérationnelles et faire de notre cégep un lieu où l'intergénérationnel est vraiment intégré à travers la recherche, les activités de formation, la sensibilisation. Je vous donne des exemples. Par exemple, il y a quelques semaines, dans le cadre de la Semaine des sciences humaines, on a organisé un agora des sciences intergénérationnelles où on a invité des personnes de la communauté, principalement des personnes retraitées, à venir échanger avec les étudiants du cégep et à discuter des technologies. Parce que c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui nous concerne tous. Et donc, de parler de notre usage des technologies, de s'intéresser à comment l'autre génération utilise les technologies, pour se rendre compte que finalement, ben, encore une fois, il y a peut-être certains préjugés ou certains stéréotypes qu'on peut avoir envers l'usage que fait l'autre génération, mais aussi en apprendre les uns les autres sur ce sujet-là. Donc ça, c'est un exemple. J'ai aussi, évidemment, dans le contexte actuel où on parle de crise du logement, où on parle de précarité de logement, on a des initiatives où on soutient la cohabitation intergénérationnelle, cohabitation en résidence privée pour aînés, mais aussi à domicile. Les affaires étudiantes du Cégep de Drummondville et notre centre de recherche soutiennent une initiative pour inviter des citoyens aînés à accueillir une personne étudiante qui pourrait avoir de la difficulté à se loger sur le territoire et lui permettre, en fait, de soutenir justement son hébergement pendant ses études. Et c'est gagnant-gagnant parce que la personne qui héberge l'étudiant, bien, on peut contrer l'isolement, justement. Exactement. J'aurais un autre exemple en contexte de formation. Dans un cours d'histoire en sciences humaines, on a invité aussi des personnes aînées à venir raconter un pan de l'histoire du Québec en complémentarité avec la théorie qui était enseignée sur l'histoire dans le cadre de travaux des étudiants. Puis ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que ça favorisait vraiment la motivation à l'apprentissage. Puis ça donnait le vécu, en fait, d'une personne sur une thématique qui est plus théorique. Puis ça permettait, en fait, ces savoirs-là qui sont vivants à travers l'expérience d'une personne, ont vraiment favorisé l'apprentissage des étudiants puis la motivation aussi sur ces sujets-là. Oui, parce que la personne plus âgée racontait une histoire. Exactement. Et là, puis on pouvait faire le lien avec la théorie, justement. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit sur les bénéfices, sur la joie de l'intergénération? Mais moi, je pense que s'il y a quelque chose à retenir, c'est que l'intergénérationnel, il y a des bénéfices pour tout le monde. Hein. C'est pour les personnes aînées, pour les personnes plus jeunes, pour l'ensemble de la collectivité, on a tout avantage à se rapprocher les uns les autres et c'est accessible. Puis ça ne se cantonne pas dans un type d'activité en particulier. C'est vraiment quelque chose qui peut être de vraiment différentes natures puis de s'appuyer sur les forces, les intérêts que l'on a, les motivations puis des besoins sociaux aussi qui peuvent être répondus par la contribution des 2 générations. Donc, il n'y a pas une manière de faire la chose, non, on part de nous. Moi, je vous écoute, Mélisa, puis ce que je retiens, puis j'espère
j'espère là, que je fais pas j'ai pas un biais, là, mais ce que je retiens beaucoup, c'est la capacité de transmettre des gens qui ont plus d'expérience. Puis je pense qu'on peut même appeler ça un besoin de transmettre. On veut pas partir sans avoir redonné un peu. Et puis les générations plus jeunes, ce besoin, cette soif, cette curiosité d'apprendre et d'arriver aussi avec son énergie de nouveauté, finalement. Hein, quand on a 15-20 ans, on est jeune. Je me dis, ça ne peut pas marcher. Et je suis contente de voir qu'il y a de plus en plus d'initiatives, puis qu'on reconnaît, puis que la science a étudié les bienfaits et qu'on se dit, il faut absolument se mélanger ensemble. J'ai le goût de vous raconter une anecdote qui est plus personnelle. Allez-y. Moi, en tant que chercheuse, puis investie en recherche sur le vieillissement depuis un certain nombre d'années, je côtoie beaucoup de personnes aînées dans mon quotidien, dans les projets, parce qu'on travaille beaucoup pour et avec eux dans les projets. Et moi, ça me transforme. Le fait d'être avec eux, puis de côtoyer dans le formel, mais aussi dans l'informel, différentes personnes de différents âges, ça m'a beaucoup appris dans mon parcours, puis ça m'a beaucoup sensibilisé à des fois, peut-être relativiser l'importance de certaines choses, en disant, regarde, tu sais, peut-être que tu t'inquiètes trop pour rien, puis tu sais, moi, j'ai beaucoup appris à côtoyer ces personnes-là, puis c'est bon. C'est enrichissant, puis je vois aussi que ça teinte la motivation des personnes étudiantes qui sont impliquées dans nos projets, le fait qu'on soit plusieurs humains à réfléchir ensemble avec les personnes aînées pour trouver des solutions. Ben, moi, pour notre personnel, j'ai travaillé dans les CHSLD et on avait parfois la visite de plus jeunes enfants dans le cadre de programmes scolaires, des jeunes de 7-8 ans qui venaient visiter, ou même un petit peu plus vieux, des fois des ados, et ils ressortaient des chambres, des résidents qui avaient visité, tout plein, avec le sourire, et ils pensaient pas que des personnes dans des CHSLD, ça pouvait être encore drôle et rire. Ils repartaient vraiment avec comme une espèce d'espoir de dire « Hey, c'est le fun des vieux, finalement. » Si je vous demandais, Mélisa, pour vous, bien vieillir, ça veut dire quoi? Bien, pour moi, bien vieillir, premièrement, ça commence pas à 65 ans. C'est un processus qui est de toute la vie. Puis, c'est multidimensionnel. C'est de la satisfaction à l'égard de notre vie. La santé biopsychosociale, c'est une question qui me concerne personnellement, mais qui concerne l'ensemble de la collectivité. On voit ça souvent d'une perspective individuelle, le bien vieillir, mais on peut tous et toutes contribuer au fait que les gens vieillissent bien dans le monde dans lequel on est. On peut tous et toutes faire une différence parce que c'est grandement tributaire des ressources puis de l'environnement dans lequel on évolue. Donc, pour moi, c'est ça, bien vieillir. Puis je compte y contribuer comme je peux à travers ce que je fais. Mais je pense que vous le faites bien. Merci à la science aussi de se pencher sur des sujets comme ça, puis de nous amener des données, puis de nous prouver que ça vaut la peine, en tout cas, de se mélanger entre générations. Un grand merci, Mélisa Audette. Merci beaucoup, Michel. Si cet échange vous a plu et que vous désirez avoir plus d'informations, eh bien, consultez le site de la Fondation Berthiaume du Tremblay pour plus de conseils pratiques et des articles pertinents sur le sujet.